Alors souvent, hein, donc jusqu'à présent, quand on parle de l'entrepreneuriat en Afrique, eh bien, on s'intéresse uniquement au nombre, la quantité, l'effectif des entrepreneurs. Combien il y a d'entreprises qui ont été créées. Mais on ne s'intéresse jamais, voilà, à l'impact de ces entreprises sur le système économique, sur le développement, sur la pauvreté. Or, en réalité, hein, il ne suffit pas de créer une entreprise pour dire qu'on a fait de l'entrepreneuriat. Il faut voir un petit peu comment cette entreprise répond aux besoins, comment il crée des emplois, comment il s'intègre dans l'ensemble du système. Donc c'est pour ça que la qualité elle est plus importante que la quantité, parce qu'avec peu d'entrepreneurs, mais qui investissent dans des activités qui sont plus intéressantes, qui créent plus de valeur ajoutée, qui sont plus sophistiquées, eh bien on va avoir plus d'impact. Donc c'est une question d'efficacité en fait. C'est comme un étudiant, d'accord, qui va travailler toute la journée pendant 8 heures ou 10 heures, d'accord, et quelqu'un d'autre qui va travailler peut-être moins, mais qui est plus, je dirais, organisé, qui est plus intelligent dans son approche, eh bien il va avoir un meilleur résultat que celui qui travaille plus. Donc ça veut dire quoi? La qualité, ça veut dire l'efficacité. Ça c'est très important. Et quand on regarde de manière globale, bah, effectivement, donc la qualité de l'entrepreneuriat compte, dans le sens où lorsqu'on a un entrepreneuriat de qualité, on a plus de croissance, on crée plus de richesse. Lorsqu'on a un entrepreneuriat de qualité, on réduit plus rapidement la pauvreté. Et lorsqu'on a un entrepreneuriat de qualité, bien sûr, donc on va réduire les inégalités sociales et territoriales aussi de façon plus efficace. Donc voilà pourquoi il faut insister sur la qualité de l'entrepreneuriat et pas seulement l'entrepreneuriat local. J'insiste aussi sur l'entrepreneuriat ou l'investissement étranger. Parce que souvent, on a besoin d'investisseurs étrangers, mais on ne vérifie jamais leur impact. On leur donne des exonérations fiscales, on leur donne le foncier gratuitement, on leur facilite les procédures administratives, mais finalement, il va investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est l'immobilier dont a besoin le Burundi pour créer plus d'emplois et de richesses? Je ne suis pas sûr. Peut-être il a besoin de plus d'industrie, d'activités plus développées. Et c'est pour cela qu'il faut aussi attirer les meilleurs investisseurs étrangers qui vont avoir un impact plus positif. Et non pas seulement juste ouvrir la porte, donner des exonérations sans que ça soit vraiment avec un impact efficace sur l'économie burundaise. Donc l'inflation, tout le monde sait que c'est une hausse généralisée des prix. Mais il y a peu de gens qui comprennent que ça a un impact négatif sur la valeur de la monnaie. C'est-à-dire que imaginons, hein, on a une inflation de, je sais pas moi, de 20%. Donc ça veut dire quoi concrètement pour toi? Ça veut dire que ton salaire, il va perdre sa valeur de 20%. Ça veut dire que ton épargne, il va perdre 20%. C'est-à-dire que sur chaque 100 francs burundais, eh ben, c'est comme si on t'a enlevé 20 francs. Vous voyez la différence. Donc pour un investisseur, bien évidemment, c'est très important. Quand il va venir aujourd'hui même en 2023 et on lui dit que le taux d'inflation, elle est de, je sais pas moi, de 8% ou 10%. Il n'est pas sûr que l'investissement qu'il a investi aujourd'hui, il va garder sa valeur parce qu'il va perdre peut-être 20% ou 30% ou peut-être même 50%. Et donc ça ne rassure pas l'investisseur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'inflation c'est l'ennemi numéro 1 donc, de l'entrepreneur. Et donc il est du devoir du gouvernement burundais, des Africains de manière générale, d'adopter une politique stricte en matière d'inflation parce que au-delà même des investisseurs, ça protège aussi le pouvoir d'achat des consommateurs, des citoyens. Donc quand on parle de l'inflation, il ne faut pas que la quantité de monnaie dépasse la quantité produite. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si je voudrais imprimer 1 milliard de francs burundais, il faut que je produise 1 milliard de francs burundais. Comme ça, il y a équilibre, comme dans la comptabilité. Si tu imprimes 1 milliard de francs burundais alors que tu as juste 500, tu as produit 500 millions, donc tu as un gap de 500 millions. Donc la demande sera supérieure à l'offre et donc les prix vont augmenter. Donc il faut que le gouvernement, bien sûr, s'interdise d'imprimer plus de billets qu'il en a besoin dans l'économie. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut qu'il y ait une séparation entre le politique et le monétaire. Parce que souvent, lorsqu'on va activer ce qu'on appelle la planche à billets, c'est pour financer le déficit public. Et souvent, le déficit public, pourquoi on en a? Parce qu'on a une mauvaise politique publique, parce qu'on a une mauvaise gestion. Donc, autrement dit, on va corriger des erreurs de gestion en imprimant de l'argent. Et ça, il doit cesser. Donc, il faut séparer le politique et le monétaire. C'est-à-dire que qui gère le monétaire, c'est la Banque centrale. Donc, il faut que la Banque centrale burundaise soit indépendante par rapport aux hommes politiques. S'il n'y a pas cette indépendance, eh bien, à chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ils vont passer un coup de téléphone, imprimer 500 millions, imprimer 1 milliard. Et ce sont les citoyens burundais qui vont payer à la fin, malheureusement. Donc ça, c'est important. Et troisième point, je termine sur ce point de cette façon, il y a une urgence à ce qu'on arrête de financer les entreprises publiques déficitaires.
Parce que ça, c'est un gaspillage, c'est du vol pour l'argent public. Donc, il y a un dirigeant d'entreprise publique qui ne fait pas bien son travail, il commet des erreurs de gestion, ça se traduit par un déficit, et après on demande à d'autres personnes de corriger l'erreur de ce monsieur-là qui gagne peut-être, je ne sais pas moi, 1000 fois ce que l'autre gagne par jour, malheureusement, tu vois. Et donc, il est très important, même on l'inscrit dans la Constitution, interdiction de financer ou de renflouer les entreprises publiques qui sont mal gérées. Bien sûr, parfois il peut y avoir des problèmes conjoncturels, mais qui sont mal gérés, c'est avéré, eh bien on ne les finance pas, justement pour que les gens prennent leurs responsabilités. Alors vous savez, il faut se méfier de ces injonctions qu'il faut créer un écosystème, qu'il faut construire, qu'il faut... Parce que bon, c'est vrai qu'il y a une partie qu'on peut contrôler, mais il y a une autre partie aussi qui est incontrôlable, d'accord? Il faut la laisser un petit peu à l'évolution, d'accord? Mais on peut effectivement mettre en place certaines choses. Premièrement, par exemple, donc il faut un cadre légal, parce qu'on ne peut pas entreprendre sans donner confiance aux investisseurs. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, le début. Donc il faut qu'il y ait une justice indépendante, il faut que les contrats soient respectés, appliqués, il faut que si jamais il y a des conflits, ça ne dure pas 3 ans, 4 ans. Vous voyez? Donc le temps, c'est l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur. Donc il faut vraiment lui accélérer les choses, d'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que les marchés soient ouverts. Tout à l'heure, bon, j'ai pas eu l'occasion de rebondir parce que la séance a été levée. Mais effectivement, donc lorsque tu as des secteurs d'activité qui sont monopolisés, soit par l'État, soit par des monopoles privés, eh bien ça, effectivement, ça tue l'incitation à l'entrepreneuriat. Toi, le premier, tu dis, voilà, tu vas investir dans le café. Et tu sais que le café, il est monopolisé. Est-ce que tu vas avoir envie? Bah, c'est perdu d'avance, on est bien d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle il faut ouvrir les marchés pour tous, démocratiser l'entrepreneuriat et donc instaurer la concurrence. Enfin, c'est ce qu'on dit d'habitude de manière, je dirais, frugale presque, c'est voilà, que le meilleur gagne. Mais je fixe les mêmes règles pour tous. Ce n'est pas les entreprises publiques, je leur donne le foncier gratuit et toi tu es privé, tu dois payer des fortunes. Bon, par exemple, le financement, ça sera 1%, 0% pour l'entreprise publique, mais pour le privé, je vais t'appliquer 7%. Bien sûr, c'est inégal, donc ça fausse le jeu de la concurrence. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des projets intéressants, des idées intéressantes, mais les gens ils vont abandonner, ils vont dire non, c'est perdu d'avance, et ils ont raison. D'accord ? Troisième point qui est très important à mon sens, c'est l'accompagnement, plus que le financement. Parce qu'on peut donner l'argent donc aux gens, il n'y a pas de problème, mais après, parfois, ils ont besoin de conseils, parfois besoin d'orientation. Mais ils n'ont pas cet accompagnement, donc ils font n'importe quoi. Je vous donne juste un exemple, c'est au Maroc. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu le citer tout à l'heure. C'est marrant en même temps. On avait un programme d'accompagnement des jeunes, c'était dans les années 90. Ça s'appelait Crédit Jeunes Promoteurs. C'est pour régler le problème de financement. Mais en fait, les jeunes n'avaient pas tellement conscience de leur responsabilité qu'ils faisaient n'importe quoi. Et on a trouvé, il y avait pas mal de jeunes Marocains qui prenaient l'argent et en fait, ils allaient se marier. Donc, ils allaient financer leur mariage avec, avec l'argent de l'entrepreneuriat. Et après qu'on leur demande des comptes, ils disent « Ah oui, mais moi aussi, vous savez, le mariage, c'est un projet de vie. » Ah, on ne s'est pas compris sur la sémantique, vous voyez? Et donc, on n'a pas encore cette conscience de la responsabilité, justement. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il doit faire? En quoi ça, enfin, quelle est la frontière de sa responsabilité? Par exemple, lorsqu'on parle, je ne sais pas moi, de financement, qu'est-ce que doit faire l'entrepreneur et qu'est-ce que doit faire l'État et qu'est-ce que doit faire les banques? Je pense que c'est très important de délimiter les responsabilités ou ce que doit faire tel ou tel acteur. Parce que si on reste dans la confusion, eh bien, on va toujours être déçu et chacun il va attendre que l'autre fasse ou résolve le problème et donc on va rester dans l'attente, donc ça ne va pas bouger. Donc c'est très important donc, cet effort de pédagogie, de communication, de sensibilisation et surtout d'accompagnement, justement pour éviter que les entrepreneurs jeunes notamment soient découragés, qu'ils commettent des erreurs qui sont largement évitables. C'est pour ça que je termine là-dessus rapidement. Aux États-Unis, ils ont une institution qui s'appelle les mentors. C'est-à-dire que chaque entrepreneur qui réussit, il a le devoir et l'obligation voilà, de prendre sous son aile, si j'ose dire, d'encadrer d'autres jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est encore plus important que l'argent ou le financement.